Dans les annales oubliées des Antilles françaises, où la beauté luxuriante de la nature se mêlait à la brutalité implacable de l'oppression humaine, une histoire se dresse, sombre et persistante. Une histoire de liberté promise et de chaînes jamais brisées, de justice bafouée et de silence assourdissant. Nous sommes en 1842, et dans l'éclat aveuglant du soleil des Caraïbes, l'abolition de l'esclavage n'est encore qu'un murmure lointain, une rumeur fragile portée par les vents d'Europe. Pourtant, la réalité de la servitude est palpable, gravée dans la chair et l'âme de milliers d'êtres humains. Au cœur de la Martinique, île de sucre et de souffrance, se dresse la Maison des Silences, l'opulente plantation de la famille Morel. Derrière ces façades coloniales blanchies à la chaux, ces galeries ombragées et ces vastes champs de canne à sucre, s'étend un secret encore plus sombre que les ombres portées par les palmiers. Un secret qui concerne une famille d'esclaves, dont les ancêtres avaient été promis à la liberté, mais qui furent maintenus en captivité par des générations de Morel, défiant toute loi et toute moralité. C'était la chronique d'une injustice persistante, de la lutte silencieuse pour une liberté niée, et de l'arrivée d'un jeune idéaliste français qui osa soulever les voiles de la Maison des Silences. Si cette histoire vous donne déjà des frissons, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous conter la chronique macabre de la famille Morel et de ceux qu'ils n'ont jamais libérés. La Martinique, en cette année 1842, est une île de contraste saisissant, un joyau serti dans les eaux turquoises des Caraïbes, mais dont l'éclat est terni par une réalité brutale. Ces volcans endormis veillent sur des forêts tropicales luxuriantes, ces plages de sable fin caressent une mer d'azur, et ces champs de canne à sucre s'étendent à perte de vue, verdoyants et prometteurs. C'est un paradis pour les sens, un tableau idyllique pour le voyageur insouciant. Le parfum sucré de la canne se mêle à l'odeur salée de la mer et aux effluves épicés des fleurs tropicales. Les chants des oiseaux exotiques emplissent l'air, et la lumière du soleil, intense et dorée, inonde le paysage. Pourtant, derrière cette beauté enchanteresse se cache une vérité sombre et implacable. L'île est une prison pour des milliers d'âmes, arrachées à leur terre natale, enchaînées par la violence et la cupidité. La richesse de la Martinique, son sucre, son rhum, son café, est bâtie sur le dos des esclaves, dont le labeur acharné et la souffrance silencieuse alimentent la prospérité des colons. Les habitations sucrières, ces vastes plantations qui parsèment le paysage, sont les centres névralgiques de cette économie cruelle. Leurs cheminées crachent une fumée âcre, leurs moulins tournent sans relâche, broyant la canne et les vies. Parmi elles, l'habitation de la famille Morel, connue sous le nom évocateur de la Maison des Silences, se dresse comme un microcosme de cette réalité. Située sur les hauteurs, dominant une vallée fertile, elle est l'une des plus anciennes et des plus prospères de l'île. Ses terres s'étendent sur des centaines d'hectares, ses moulins à sucre tournent sans relâche, et ses entrepôts regorgent de marchandises destinées à l'exportation vers la métropole. La Maison des Silences est une forteresse de pierre et de bois, entourée de jardins luxuriants et de dépendances où s'entassent les esclaves. Son nom, donné par les habitants de l'île, est lourd de sens. Il évoque non seulement le calme apparent de la propriété, le silence des maîtres qui ne veulent rien entendre, mais aussi le silence imposé aux voix de ceux qui y vivent et y travaillent, un silence qui dissimule des souffrances indicibles et des secrets inavouables. C'est dans ce décor de splendeur et de misère, de beauté et de brutalité, que notre histoire commence, une histoire qui va déchirer le voile de ce silence. C'est dans ce contexte de contradiction flagrante que débarque à Fort-de-France, la capitale de la Martinique, un jeune homme dont l'idéalisme tranche avec la résignation ambiante. Monsieur Antoine Dubois, 28 ans, est un fonctionnaire du ministère des Colonies, fraîchement arrivé de Paris. Son visage est encore pâle des brumes de la Seine. Ses vêtements, bien que froissés par la traversée, sont d'une coupe élégante, et son regard, d'un bleu vif, est empreint d'une curiosité insatiable et d'une détermination farouche. Il a les cheveux châtains, coiffés avec soin, et une fine moustache qui encadre un sourire souvent absent, remplacé par une expression de concentration. Sa mission officielle est un recensement des populations et des ressources de l'île, une tâche administrative routinière qui l'ennuie déjà. Mais Dubois porte en lui une ambition plus profonde, une mission secrète qui le ronge depuis des mois. Enquêter sur les conditions de l'esclavage et les promesses d'abolition qui commencent à agiter les cercles intellectuels et politiques de la métropole. Il est un homme des Lumières, nourri des idéaux de liberté et d'égalité, et l'idée même de la servitude humaine lui est intolérable. Il a lu les pamphlets abolitionnistes, suivi les débats à l'Assemblée, et s'est juré de faire sa part pour mettre fin à cette abomination. Il a sollicité ce poste en Martinique précisément pour être au cœur du problème, pour voir de ses propres yeux, pour comprendre, et peut-être, pour agir. Il sait que sa tâche est dangereuse, que les colons sont puissants et peu enclins à la critique. Les rumeurs de fonctionnaires disparus ou malades après avoir posé trop de questions sont monnaie courante.
Mais son jeune âge et son inexpérience sont compensés par une foi inébranlable en la justice et en la capacité de l'homme à s'élever au-dessus de sa propre cruauté. Il débarque sur l'île avec une valise pleine de documents officiels, mais aussi avec un carnet caché sous sa chemise, destiné à recueillir les vérités inavouables, les témoignages silencieux, les preuves de l'inhumanité. Il ignore encore à quel point cette île, avec sa beauté trompeuse et ses secrets enfouis, va mettre à l'épreuve ses convictions les plus profondes, le confrontant à une réalité bien plus complexe et brutale que tout ce qu'il a pu imaginer dans les salons parisiens. Quelques jours après son arrivée, Antoine Dubois entreprend sa première visite officielle à la Maison des Silences. La route qui y mène serpente à travers des champs de canne à sucre bordés de flamboyants en fleurs de palmiers majestueux. Le soleil tropical tape fort et l'air est lourd d'humidité et du parfum entêtant de la canne fraîchement coupée. La propriété apparaît au détour d'un virage, imposante et sereine, comme une vision d'un autre temps, une carte postale figée dans une splendeur trompeuse. La maison principale, une vaste bâtisse coloniale aux murs blanchis à la chaux, est entourée d'une large galerie ombragée, soutenue par des colonnes élégantes. Des bougainvilliers grimpent le long des façades, leurs fleurs éclatantes contrastant avec le vert profond des jardins à la française. Des fontaines murmurent, des pans se pavanent sur les pelouses impeccables, ajoutant une touche d'exotisme à ce tableau de richesse. C'est une image d'opulence et de tranquillité, une oasis de raffinement au milieu de la nature sauvage. Dubois est accueilli par un majordome noir, vêtu d'une livrée impeccable, dont le visage impassible ne trahit aucune émotion. Il est conduit dans un salon frais et élégant où Madame Éléonore Morel l'attend. Mais au-delà de cette façade idyllique, Dubois perçoit une atmosphère étrange, un silence presque palpable qui pèse sur les lieux. Les esclaves qu'il croise dans les allées, dans les cuisines, dans les champs, travaillent sans un mot, leur regard baissé, leurs mouvements lents et mesurés. Il n'y a pas de chant, pas de rire, pas de conversations animées. Seulement le bruit du vent dans les palmiers, le grincement des moulins à sucre au loin, et le silence oppressant des hommes. Le silence de la maison est presque une entité vivante, une présence invisible qui enveloppe tout et tous, une chape de plomb qui étouffe toute expression. Dubois, avec son sens aigu de l'observation, note les regards furtifs des esclaves, leur corps marqué par le labeur, leurs yeux qui semblent porter le poids d'une histoire indicible. Il sent que sous cette surface polie et raffinée se cache une réalité bien plus sombre, une vérité que ce silence est destiné à protéger. Il ne sait pas encore à quel point ce silence est lourd de secrets, mais il sent que son enquête ne sera pas une simple formalité administrative, mais une plongée dans les abysses de l'âme humaine. Madame Éléonore Morel est l'incarnation même de l'aristocratie coloniale. Âgée d'une 60aine d'années, son port est altier. Son visage, bien que marqué par le soleil des tropiques et les rigueurs de la vie sur une plantation, est d'une beauté austère, presque sculpturale. Ses cheveux blancs sont impeccablement relevés en chignon, et ses robes de soie, toujours d'une coupe irréprochable, soulignent sa silhouette fine et droite, sans une once de graisse superflue. Elle est la matriarche incontestée de la famille Morel, une femme qui a survécu à son mari et à plusieurs de ses enfants, et qui administre la plantation avec une main de fer. Son regard, d'un bleu glacial, ne laisse transparaître aucune émotion, seulement une détermination inébranlable et une autorité sans faille. Pour elle, l'esclavage n'est pas une injustice, mais une nécessité économique, un système naturel et juste, voulu par Dieu et par la nature. Elle a été élevée dans cette conviction, et elle ne conçoit pas d'autre mode de vie. Elle reçoit Antoine Dubois avec une politesse froide, presque distante, mais son regard l'évalue, le pèse, cherchant à déceler la moindre faiblesse, la moindre intention subversive. Elle lui parle de la prospérité de sa plantation, de la docilité de ses esclaves, de la nécessité de maintenir l'ordre dans la colonie. Elle évoque les rumeurs d'abolition avec un mépris non dissimulé, les qualifiant de chimères parisiennes qui menacent la stabilité de l'île et la survie des colons. Ces gens-là ne comprennent rien à nos réalités, Monsieur Dubois, dit-elle d'une voix sèche. Ils vivent dans leur salon douillet et jugent sans savoir. Ici, nous avons des responsabilités, des bouches à nourrir, une économie à maintenir. Et ces nègres, croyez-moi, sont bien mieux ici, sous notre protection, que livrés à eux-mêmes. Dubois, bien que choqué par sa froideur et son discours déshumanisant, est fasciné par cette femme, par sa force de caractère, par sa conviction inébranlable. Il comprend que pour percer le secret de la Maison des Silences, il devra affronter cette femme, cette matriarche de fer, dont la volonté est aussi dure que le roc volcanique de l'île. Il sent que derrière cette façade de respectabilité se cache une cruauté insoupçonnée, une capacité à défendre ses intérêts par tous les moyens, même les plus odieux. La famille Morel, au-delà de la matriarche Éléonore, est composée de ses 2 enfants survivants, les héritiers d'une fortune bâtie sur le sucre et la sueur. Henri, l'aîné,
est un homme d'une trentaine d'années, dont la beauté physique est gâchée par un regard arrogant et une expression de lassitude. Ses cheveux noirs, toujours un peu en désordre, encadrent un visage très fin, mais dont les yeux, d'un vert pâle, sont souvent injectés de sang, trahissant une vie de débauche. Il est l'héritier désigné, mais il semble plus intéressé par les plaisirs de la vie coloniale, les jeux d'argent, les femmes, le rhum, que par la gestion de la plantation. Il est dissolu, cruel, et son comportement envers les esclaves est souvent brutal, un mélange de mépris et d'ennui. Il incarne la décadence d'une certaine aristocratie coloniale, incapable de se réformer, accrochée à ses privilèges et à ses vices. Il voit Dubois avec suspicion, le considérant comme un intrus, un Parisien venu semer le trouble dans l'ordre établi. Ses manières sont brusques, ses paroles souvent méprisantes, teintées d'un accent créole prononcé. Encore un de ces messieurs de la métropole qui vient nous donner des leçons, lance-t-il à Dubois lors d'un dîner, un sourire narquois aux lèvres. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires à Paris, monsieur, et de nous laisser gérer les nôtres ici. Cécile, la cadette, est une jeune femme d'une vingtaine d'années, dont la beauté est plus douce, plus mélancolique. Ses cheveux châtains, tressés avec soin, encadrent un visage délicat, et ses yeux, d'un brun profond, trahissent une sensibilité et une intelligence qui la distinguent de son frère et de sa mère. Elle est la seule de la famille à montrer un aperçu de malaise moral face au système esclavagiste. Elle lit en secret des livres interdits, des pamphlets abolitionnistes qu'elle reçoit clandestinement de France, et son cœur se serre à la vue des souffrances des esclaves. Elle est déchirée entre sa loyauté envers sa famille et sa conscience, entre le confort de sa vie et l'horreur qu'elle voit autour d'elle. Elle observe Dubois avec une curiosité discrète, une lueur d'espoir dans son regard, comme si elle voyait en lui un potentiel allié. Elle est une âme solitaire dans cette maison des silences, cherchant une échappatoire à la prison dorée de son existence, une voix pour exprimer ses doutes. Dubois, avec son sens aigu de l'observation, perçoit cette dualité chez Cécile, cette fissure dans la façade de la famille Morel. Il sent qu'elle pourrait être une alliée inattendue, une clé pour percer les secrets de la plantation. Mais il sait aussi que sa position est fragile, que sa mère et son frère la surveillent, et que toute tentative de l'aider pourrait la mettre en danger. Au cœur de la communauté des esclaves de la Maison des Silences vit une famille dont le destin est intimement lié au secret de la plantation. Léa, une jeune femme d'une vingtaine d'années, est une figure de résilience et de dignité. Son corps est marqué par le labeur dans les champs de canne, mais son esprit est indomptable. Ses yeux, d'un noir profond, reflètent une intelligence vive et une force intérieure inébranlable. Elle est la mère de Petit Jean, un enfant d'environ 5 ans, dont les rires, rares et étouffés, sont comme des éclairs de lumière dans l'obscurité de la plantation. Petit Jean, avec ses grands yeux curieux et son sourire innocent, est le symbole de l'espoir et de la fragilité de la vie dans ces conditions. Il est l'avenir, mais aussi l'otage d'un passé qui le rattrape. Le grand-père de Léa, Adama, est un vieil homme d'environ 70 ans, dont le corps est courbé par des décennies de travail, mais dont l'esprit est aussi aiguisé que le tranchant d'une machette. Il est le gardien de la mémoire de sa lignée, le dépositaire des histoires, des chants, des traditions africaines. Ses mains, noueuses et puissantes, ont connu la terre et le fouet, mais aussi la douceur des caresses pour ses descendants. Il est le sage de la communauté, celui vers qui l'on se tourne pour les conseils, les prières, les récits du passé. Il a vu des générations d'esclaves naître et mourir sur cette terre, et il porte en lui le poids de leur souffrance et de leur espoir. La famille de Léa est traitée avec une sévérité particulière par les Morel, une sévérité qui dépasse la cruauté habituelle envers les esclaves. Ils sont soumis à des tâches plus dures, à des punitions plus fréquentes, à une surveillance constante. Il y a quelque chose dans leur histoire, dans leur lignée, qui semble irriter les Morel, qui les pousse à les maintenir sous un joug encore plus lourd. Léa, Adama et Petit Jean sont le cœur battant de ce secret, les témoins vivants d'une injustice qui se perpétue de génération en génération. Les rumeurs, portées par les navires venant de la métropole, commencent à circuler dans la colonie, se faufilant dans les cuisines, les champs, les cases des esclaves. Des murmures de liberté, des échos d'une abolition imminente de l'esclavage en France, se répandent comme une traînée de poudre. Ces rumeurs, d'abord timides, puis de plus en plus insistantes, génèrent une brève et dangereuse espérance parmi les esclaves. Des regards s'échangent, des sourires furtifs apparaissent, des prières montent vers le ciel. L'idée d'une vie sans chaîne, sans fouet, sans labeur forcé, est un rêve si puissant qu'il en devient presque palpable. Mais cette espérance est rapidement écrasée par la réalité brutale de la plantation. Les Morel, conscients du danger que représentent ces rumeurs pour l'ordre établi, redoublent de vigilance et de cruauté. Les punitions sont plus fréquentes, les surveillances plus strictes, les discours plus menaçants. Henri Morel,
en particulier, prend un malin plaisir à rappeler aux esclaves leurs conditions, leur insignifiance, leur dépendance. Ne croyez pas ces mensonges de Paris. Leur lance-t-il un fouet à la main. Vous êtes notre propriété, et vous le resterez. La France est loin, et ici, c'est nous qui faisons la loi. Les esclaves, résignés, voient leur espoir s'éteindre, remplacés par la peur et la désillusion. Léa, Adama et Petit Jean, plus que les autres, ressentent le poids de cette désillusion. Ils ont entendu ces promesses de liberté par le passé, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Adama, en particulier, se souvient des récits de ses ancêtres, des espoirs déçus, des trahisons. Il sait que la liberté ne sera pas donnée, mais arrachée, et que le chemin sera long et douloureux. Antoine Dubois, conscient des dangers, commence son investigation secrète avec une prudence méthodique. Il utilise sa mission officielle de recensement comme couverture, posant des questions anodines sur les récoltes, les effectifs, les maladies. Mais sous cette façade administrative, il observe, il écoute, il analyse. Il note les conditions de vie et de travail des esclaves, la qualité de leur nourriture, la fréquence des punitions, l'accès aux soins. Il remarque que la famille de Léa est traitée de manière particulièrement dure, soumise à des tâches plus pénibles, à des surveillances plus strictes. Leurs noms, leurs âges, leurs origines sont souvent incomplets ou absents des registres de la plantation, comme si leur existence était délibérément minimisée. Dubois, avec son œil de fonctionnaire, perçoit ces anomalies, ces incohérences. Il se souvient des récits d'Adama, des regards furtifs de Léa, des silences éloquents. Il sent qu'il est sur la bonne piste, que le secret de la maison des silences est intimement lié à cette famille. Il commence à passer plus de temps dans les quartiers des esclaves, sous prétexte de vérifier les conditions sanitaires, posant des questions indirectes, écoutant les murmures, les chants, les histoires racontées à voix basse. Il apprend les codes, les symboles, les non-dits de cette communauté, une culture de résistance silencieuse qui se transmet de génération en génération. Il comprend que la vérité ne sera pas donnée, mais qu'il devra la chercher, la déterrer, la reconstituer fragment par fragment. Au fil de son investigation, Dubois découvre que la famille de Léa possède un statut unique, une particularité qui la distingue des autres esclaves de la plantation. Leurs noms, leurs visages, leurs histoires sont gravées dans la mémoire collective des esclaves, mais aussi dans les archives secrètes des Morel. Dubois apprend que leurs ancêtres n'ont pas été achetés comme les autres, mais qu'ils ont été acquis dans des circonstances obscures, il y a plusieurs générations. Des rumeurs circulent, des bribes d'histoire, des fragments de vérité. Il y a eu une promesse, un accord, une alphoria. Leurs ancêtres auraient été affranchis par un ancien Morel, un homme plus éclairé que les autres, qui aurait reconnu leur loyauté et leur service. Mais cette liberté, si chèrement acquise, n'a jamais été pleinement accordée. Ils ont été re-esclavagisés sous des prétextes fallacieux, des dettes imaginaires, des crimes inventés. C'est le cœur du secret de la maison des silences, la liberté jamais concédée. La famille de Léa est le symbole vivant de cette injustice, le rappel constant d'une promesse brisée, d'un droit volé. Dubois comprend que c'est là que réside la clé de son enquête, la preuve irréfutable de la cruauté des Morel. Il sent que cette histoire, si elle est révélée, pourrait ébranler les fondations de la plantation, et peut-être même de l'esclavage tout entier. Il doit trouver la preuve, le document qui atteste de cette alphoria, le témoignage qui confirmera cette injustice. La quête de Dubois le mène dans les archives privées de la famille Morel, un lieu interdit aux étrangers. Sous prétexte de vérifier d'anciens titres de propriété pour son recensement, il obtient l'autorisation d'y accéder. C'est une pièce sombre et poussiéreuse, remplie de vieux registres, de cartes jaunies, de lettres scellées. Au milieu de ce fouillis, il découvre un ancien testament, un document rédigé à la main, datant du début du XVIIIe siècle. Ce testament, signé par un certain Jean-Baptiste Morel, un ancêtre de la famille, stipule clairement l'affranchissement de plusieurs esclaves, dont les noms correspondent à ceux des ancêtres de Léa. C'est la preuve irréfutable, le document oublié, la vérité cachée. Le testament mentionne des services rendus, une loyauté exceptionnelle et la volonté de Jean-Baptiste Morel de réparer une injustice passée. Mais ce document, au lieu d'être enregistré et appliqué, a été délibérément supprimé par les générations suivantes de Morel. Il a été caché, oublié, nié, pour maintenir ses familles dans l'esclavage, pour préserver la main-d'œuvre et la fortune de la plantation. Dubois tient entre ses mains la clé de la maison des silences, la preuve de la trahison, de la cupidité, de l'inhumanité. Son cœur bat la chamade, un mélange d'indignation et d'excitation. Il sait que cette découverte est explosive, qu'elle peut changer le destin de Léa et de sa famille, mais aussi qu'elle le met en grand danger. Il doit agir avec la plus grande prudence,
car les Morel ne reculeront devant rien pour protéger leur secret. Cécile, la jeune fille Morel, est de plus en plus tourmentée par sa conscience. Les rumeurs d'abolition, les regards silencieux des esclaves, et surtout, l'arrivée de Dubois ont ravivé en elle un malaise profond. Elle a toujours senti que quelque chose n'allait pas dans sa famille, dans cette maison, dans ce système. Elle a entendu des bribes de conversation, des murmures sur des anciens documents, des promesses non tenues. Elle a vu la sévérité particulière avec laquelle Léa et sa famille sont traités, une sévérité qui dépasse la simple cruauté. Elle se sent coupable, complice de cette injustice, même si elle n'en est pas directement responsable. Elle observe Dubois, son intégrité, sa détermination, et elle voit en lui une lueur d'espoir, une possibilité de rédemption. Un soir, alors que la lune éclaire les jardins de la plantation, elle se glisse discrètement dans le bureau de Dubois. Son visage est pâle, ses mains tremblantes. « Monsieur Dubois, murmure-t-elle, je sais que vous cherchez la vérité. Ma famille, nous avons un secret terrible. » Elle lui confie l'existence d'anciens documents, de testaments, de contrats d'affranchissement qui ont été cachés, brûlés, niés. Elle lui parle des récits de ses aïeux, des remords de certains, de la cruauté des autres. Elle lui donne des indications précises sur l'endroit où ces documents pourraient être cachés, des indices que seul un membre de la famille pourrait connaître. Elle le fait non par trahison envers sa famille, mais par un besoin irrépressible de justice, de vérité, de rédemption. Elle est déchirée, mais sa conscience l'emporte. Elle est prête à prendre des risques, à affronter la colère de sa mère et de son frère, pour réparer une injustice qui la ronge de l'intérieur. Madame Éléonore Morel, alertée par les questions de Dubois et par le comportement étrange de Cécile, décide de confronter le jeune fonctionnaire. Elle le reçoit dans son salon, le visage impassible, le regard glacial. « Monsieur Dubois, commence-t-elle d'une voix sèche, j'ai l'impression que votre recensement dépasse le cadre de vos attributions. Vous posez des questions, vous fouillez des archives, vous semez le trouble parmi mes domestiques. » Dubois, bien que intimidé par la force de caractère de la matriarche, ne recule pas. Il lui parle de ses découvertes, du testament de Jean-Baptiste Morel, de l'affranchissement non respecté. Madame Morel l'écoute, sans scier, sans laisser transparaître la moindre émotion. Puis, elle éclate d'un rire sec, amer. Ces vieilles histoires, monsieur Dubois. Des chimères, des légendes. Mon aïeul était un homme pieux, mais naïf. Il a fait des promesses qu'il ne pouvait tenir. La réalité de la vie sur une plantation est bien plus complexe que vos théories parisiennes. Elle justifie l'esclavage de Léa et de sa famille par la nécessité économique, la tradition et une interprétation distordue de soins pour sa propriété. Ces gens-là sont mieux ici, monsieur. Ils sont nourris, logés, protégés. Ils ne connaissent rien d'autre. Les libérer, ce serait les jeter à la rue, les condamner à la misère. Nous sommes leurs bienfaiteurs, leurs protecteurs. Elle lui parle de la paresse naturelle des Noirs, de leur incapacité à se gérer, de la bénédiction de l'esclavage. Son discours est un mélange de préjugés raciaux, de justifications économiques et de convictions religieuses déformées. Dubois est horrifié par cette froideur, par cette capacité à déshumaniser les êtres humains pour justifier leur exploitation. Il comprend que la bataille ne sera pas seulement juridique, mais aussi morale, idéologique. Il a affaire à une femme qui est convaincue de son bon droit, qui ne voit aucune injustice dans ses actes. Léa, dont l'esprit est aussi vif que son corps est résili, a senti le vent tourner. Les questions de Dubois, les regards de Cécile, les tensions dans la maison, tout lui indique que quelque chose se prépare. Elle a entendu les murmures sur l'abolition, les promesses de liberté. Elle a vu l'espoir dans les yeux de son grand-père, Adama, et la peur dans ceux de sa mère. Elle sait que sa famille a été trahie par le passé, que leur liberté a été volée. Impulsée par le désespoir et par la découverte de cette liberté niée, elle décide de prendre son destin en main. Elle ne peut plus attendre, plus espérer que la justice vienne d'en haut. Elle doit agir, pour elle, pour Petit Jean, pour Adama, pour tous ceux qui ont été trahis. Elle planifie une évasion audacieuse, une fuite vers la liberté promise. Elle prépare des provisions, étudie les chemins à travers la forêt, les cachette dans les montagnes. Elle en parle à Adama, qui, malgré son âge, soutient sa décision. « Va, ma fille, lui dit-il, va chercher la liberté que nous n'avons jamais eue. Mais sois prudente, car le chemin est semé d'embûches. » Une nuit sans lune, alors que la plantation est plongée dans le sommeil, Léa se glisse hors de sa case, Petit Jean endormi dans ses bras. Son cœur bat la chamade, mais sa détermination est inébranlable. Elle court à travers les champs de canne, le bruit du vent dans les feuilles couvrant le son de ses pas.
Elle est une ombre dans l'obscurité, une étincelle d'espoir dans la nuit. Elle rêve d'une vie sans chaîne, d'une terre où Petit-Jean pourra grandir libre, sans la peur du fouet, sans le poids de l'esclavage. La fuite de Léa et Petit-Jean est rapidement découverte. Henri Morel, furieux, rassemble ses capatazes et lance une chasse à l'homme impitoyable. Il connaît la forêt, les montagnes, les cachettes des esclaves. Il est déterminé à retrouver Léa, à la punir, à faire un exemple pour dissuader toute autre tentative d'évasion. La chasse est brutale, impitoyable. Les capatazes, armés de fusils et de fouets, traquent Léa comme un animal. Petit-Jean, effrayé, pleure dans les bras de sa mère. Léa, épuisée, blessée, tente de le protéger, de le cacher. Mais la forêt est vaste et les chasseurs sont nombreux. Après des heures de traque, Léa et Petit-Jean sont retrouvés, épuisés, affamés, cachés dans une grotte. Henri Morel, le visage déformé par la rage, les ramène à la plantation. La punition est brutale, exemplaire. Léa est fouettée en public, son corps déchiré par les lanières de cuir. Petit-Jean, terrorisé, assiste à la scène, ses cris se mêlant à ceux de sa mère. Adama, impuissant, observe la scène, le cœur brisé. La brutalité de la punition est destinée à écraser toute étincelle d'espoir, à renforcer le silence et la désespérance de la plantation. Henri Morel, un sourire cruel aux lèvres, rappelle aux esclaves leurs conditions, leur impuissance, leur dépendance. C'est ce qui arrive à ceux qui tentent de nous défier, leur lance-t-il. La liberté n'est pas pour vous. Vous êtes notre propriété, et vous le resterez. Léa, le corps brisé, l'esprit meurtri, est ramené à sa case. Son rêve de liberté s'est transformé en cauchemar, son espoir en désespoir. Antoine Dubois, témoin de la brutalité de la recapture, est déchiré entre ses devoirs officiels et son indignation morale. Il a vu la souffrance de Léa, la terreur de Petit-Jean, la cruauté d'Henri Morel. Il a vu la façade de respectabilité de Madame Morel s'effondrer, révélant la barbarie qui se cache derrière. Son cœur est rempli de rage, de dégoût, de désespoir. Il est un homme des Lumières, et cette scène est une insulte à tout ce qu'il croit. Il est déchiré entre son rôle de fonctionnaire, qui lui impose la neutralité et la discrétion, et sa conscience, qui lui crie de dénoncer cette injustice. Il sait que s'il agit, il mettra en péril sa carrière, sa réputation, et peut-être même sa vie. Mais il ne peut plus rester silencieux. Il ne peut plus être complice de cette abomination. Il décide qu'il doit exposer les Morel, coûte que coûte. Il se jure de faire éclater la vérité, de briser le silence de la plantation. Il est prêt à tout, à affronter la puissance des Morel, à défier l'ordre établi, pour rendre justice à Léa et à sa famille. Il se sent investi d'une mission, d'une responsabilité qui dépasse ses propres intérêts. Il est le seul à pouvoir parler, à pouvoir agir. Il est le dernier espoir de Léa. Dubois, avec la complicité clandestine de Cécile, rassemble des preuves irréfutables. Cécile, horrifiée par la brutalité de son frère et par la souffrance de Léa, a décidé de prendre parti. Elle se glisse la nuit dans le bureau de sa mère, dans les archives de la plantation, et récupère des documents compromettants. Le testament de Jean-Baptiste Morel, qui prouve l'affranchissement des ancêtres de Léa, est le document clé. Mais elle trouve aussi des registres de ventes falsifiées, des contrats de dettes imaginaires, des rapports de punition excessive, des témoignages d'autres esclaves qui ont été victimes de la cruauté des Morel. Elle note les dates, les noms, les détails, tout ce qui peut servir à prouver l'injustice. Dubois, de son côté, recueille les témoignages d'Adama, le grand-père de Léa, qui lui raconte l'histoire de sa lignée, les promesses brisées, les trahisons, les souffrances endurées. Il écoute les récits des autres esclaves, leurs peurs, leurs espoirs, leurs désespoirs. Il documente les conditions de vie, les maladies, les morts suspectes. Il prend des notes détaillées, des croquis, des cartes. Il construit un dossier solide, irréfutable, un dossier qui ne pourra être nié. Il sait que ces preuves sont explosives, qu'elles peuvent détruire la réputation des Morel, les ruiner socialement et financièrement. Il est prêt à les utiliser, à les brandir comme une arme contre l'injustice. Fort de ces preuves, Dubois décide de confronter la famille Morel. Il les réunit dans le salon de la maison principale, le même salon où il a été reçu avec une politesse froide quelques semaines plus tôt. Madame Éléonore Morel, Henri et Cécile sont présents. Dubois, le visage grave, le regard déterminé, leur présente les preuves, le testament de Jean-Baptiste Morel, les registres falsifiés, les témoignages. Il leur explique l'injustice, la trahison, la cruauté. Il les menace de les exposer aux autorités coloniales, aux sociétés abolitionnistes en France, aux journaux. Ce que vous avez fait est un crime, Madame Morel,
dit-il d'une voix forte. Un crime contre l'humanité, un crime contre la loi, un crime contre la mémoire de votre propre ancêtre. Je ne resterai pas silencieux. Je ferai éclater la vérité, et votre nom sera traîné dans la boue. Votre plantation sera confisquée, votre fortune dilapidée, votre réputation détruite. Madame Morel l'écoute, le visage impassible, mais ses mains tremblent légèrement. Henri, furieux, tente de l'interrompre, de le menacer, mais Dubois ne cède pas. Cécile, silencieuse, observe la scène, le cœur battant, un mélange de peur et de fierté dans ses yeux. La confrontation est tendue, explosive. Les Morel sont pris au piège, acculés. Ils savent que Dubois a des preuves solides, qu'il est déterminé et que leur empire est menacé. Les Morel, acculés, craignant la disgrâce et la ruine, tentent de faire taire Dubois. Henri, avec la complicité de ses capatazes, monte une embuscade. Une nuit, alors que Dubois rentre à Fort-de-France, il est attaqué sur une route isolée. Des hommes masqués tentent de le kidnapper, de le faire disparaître, de le réduire au silence. Mais Dubois, qui s'attendait à une telle réaction, a pris ses précautions. Il se défend avec courage et parvient à s'échapper, blessé mais vivant. Il comprend que les Morel ne reculeront devant rien, qu'ils sont prêts à tuer pour protéger leur secret. Mais cette tentative d'assassinat ne fait que renforcer sa détermination. Il sait maintenant qu'il a raison, que la vérité est si dangereuse qu'elle justifie la violence. Il décide de ne plus agir seul, de chercher des alliés, des soutiens. Il contacte des fonctionnaires intègres à Fort-de-France, des avocats, des journalistes. Il leur présente ses preuves, son dossier. Il leur raconte l'histoire de Léa, de sa famille, de la liberté volée. Il les convainc de l'urgence de la situation, de la nécessité d'agir. Les Morel, de leur côté, tentent de discréditer Dubois, de le faire passer pour un agitateur, un fou, un ennemi de la colonie. Ils utilisent leur influence, leur argent, leur réseau pour le calomnier, pour le menacer. Mais il est trop tard, la machine est lancée. Dubois, grâce à son courage et à la complicité de Cécile, parvient à exposer la vérité. Le scandale éclate, secouant la Martinique et la métropole. Les journaux publient des articles retentissants sur la Maison des Silences, sur la famille Morel, sur l'injustice de l'esclavage. Les autorités coloniales, sous la pression de Paris et des sociétés abolitionnistes, sont contraintes d'agir. Une enquête est ouverte, les Morel sont interrogés, leurs archives sont saisies. Le testament de Jean-Baptiste Morel est rendu public, prouvant l'affranchissement des ancêtres de Léa. C'est une victoire pour Dubois, pour Léa, pour la justice. Cependant, les Morel, grâce à leur influence et à leur richesse, parviennent à minimiser le scandale. Ils plaident la bonne foi, erreur administrative, la nécessité économique. Ils sont condamnés à une amende symbolique et la famille de Léa n'est pas immédiatement libérée. Le système est trop puissant, trop ancré, mais leurs conditions de vie s'améliorent significativement. Ils sont traités avec plus de respect, leurs tâches sont allégées, leurs droits sont reconnus. La menace du fouet disparaît, la peur s'estompe. La liberté, bien que retardée, est désormais à portée de main. L'abolition officielle de l'esclavage en 1848, quelques années plus tard, les libéra enfin, mais la faute morale des Morel, leur trahison, leur cruauté, reste gravée dans l'histoire. Dubois a gagné une bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Antoine Dubois retourne en France, son corps marqué par les blessures, son esprit hanté par l'expérience. Il a vu l'horreur de l'esclavage, la cruauté des maîtres, la résilience des esclaves. Il a vu la corruption du système, la puissance de l'argent, la fragilité de la justice. Il a écrit un rapport détaillé, un témoignage accablant, qui sera publié et contribuera au mouvement abolitionniste. Mais il est un homme changé, un homme qui a perdu son innocence, son idéalisme naïf. Il est devenu un homme plus sombre, plus réaliste, mais aussi plus déterminé. La Maison des Silences, bien que son nom ne soit plus prononcé, continue de résonner en lui. La plantation Morel, bien qu'elle perde éventuellement ses esclaves après l'abolition, maintient son silence, l'histoire non racontée de l'injustice, des vies brisées, des libertés volées. La famille de Léa, bien que libre, porte les cicatrices du passé, les marques de l'esclavage. Mais elle porte aussi l'espoir d'une génération future, d'une vie sans chaîne, d'une terre où la justice finira par triompher. Léa, devenue une femme libre, élève petit Jean avec la mémoire de ses ancêtres, le souvenir de leur lutte, l'espoir d'un avenir meilleur. Adama, le vieil homme sage, meurt quelques années plus tard, mais son histoire, son héritage, se transmettent de génération en génération.
L'histoire se termine avec une réflexion sur le legs durable de l'esclavage, sur le silence qui trop souvent recouvre les crimes historiques, et sur la nécessité de se souvenir, de témoigner, de ne jamais oublier. Le silence peut être brisé, mais ses échos résonnent longtemps.